1945. C'est par une animation rythmée du groupe traditionnel Tikumbi que le colloque international consacré aux origines, fondements et perspectives du royaume de Luango a officiellement ouvert ses portes à l'auditorium du port maritime de Pointe-Noire en République du Congo. Cette rencontre d'envergure internationale a réuni des invités prestigieux tels que Sa Majesté Mwempaka Sinji Tukunu, roi de Luango, et Sa Majesté Oba Alafun Ilu Femi Loye Touache, roi de Ouida au Bénin. Madame Evelyne Tchichel, maire de Pointe-Noire, ainsi que différents sages et notables du Kwilu, autorités civiles et militaires. Ce colloque international, sous le signe de la réflexion et du partage, constitue une étape cruciale dans la révalorisation de ce grand royaume, symbole de notre histoire et de notre identité collective. À travers cette thématique, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une démarche ambitieuse, redonner au royaume de Luango ses lettres de noblesse, le replacer dans la mémoire collective et lui offrir la reconnaissance qu'il mérite au sein de la communauté internationale. Je sais que la tâche est ardue pour chacun d'entre vous, mais je sais compter sur votre intelligence et vos échanges que j'imagine féconds pour atteindre cet objectif. C'est de cette façon que l'on pourra activer le levier de la conscience collective, préalable, essentiel pour aller vers le vivre ensemble de tous les peuples du Congo, dans leur diversité et dans l'infinité de leurs richesses culturelles. Pointe-Noire, ville centenaire, devient une ville florissante, un haut lieu de réflexion approfondie sur l'histoire du Luango dans son ensemble et dans sa spécificité autant que dans les liens avec les autres entités sociopolitiques anciennes. Ce colloque doit aider les habitants du Luango à retrouver leurs racines communes, leur identité culturelle, leurs valeurs civilisationnelles. Cette cérémonie est une cérémonie exceptionnelle avec une forte symbolique. Vous voyez que nous parlons du royaume de Luango, mais c'est une fenêtre ouverte sur l'international. Les symboles forts que nous allons réaliser, des marqueurs d'histoire. Ces structures traditionnelles sont source de paix sociale, de médiation sociale et aussi de créativité. Pendant 3 jours, du 24 au 26 septembre, les panélistes, composés d'historiens, de directeurs départementaux et d'experts en patrimoine africain, vont explorer plusieurs thématiques centrales sur l'histoire et l'héritage du royaume de Luango. Ce royaume, né aux alentours de l'an 1400, représente un patrimoine riche et complexe, fruit d'une coexistence entre les dynamiques du Luango, de la République et de l'État moderne. Les discussions ont abordé des sujets comme l'origine Congo du royaume de Luango, qui met en lumière les racines profondes de ce territoire autrefois prospère, l'interprétation d'éléments anthropologiques et sociologiques qui ont structuré la vie dans le royaume, la grandeur, la décadence et la renaissance du royaume de Luango, une analyse de son parcours à travers l'histoire, la dimension spirituelle du Maluango et du pharaon, une réflexion sur leur rôle dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. L'Égypte, c'est un continent africain. Le Luango est dans l'Afrique. Effectivement, il y a une parenté culturelle. L'impact que le Congolais d'aujourd'hui, l'influence sinon de la spiritualité du roi sur la vie quotidienne du Congolais d'aujourd'hui, du maintien de l'ordre et de la sécurité, sinon de la protection du roi d'aujourd'hui du Maluango, que cette protection, elle est d'origine divine. Ce colloque vise non seulement à célébrer l'héritage du royaume de Luango, mais aussi à offrir des perspectives sur son influence culturelle et politique dans l'Afrique contemporaine. La quête d'or du Ghana, soutenue par des pratiques d'extraction irresponsables, a atteint un tournant critique. Les terres agricoles, surtout dans les zones productrices de cacao, sont détruites et 34 réserves forestières décimées. Selon la Ghana Water Company, 60% des cours d'eau sont contaminés avec une turbidité atteignant 14 000 NTU, bien au-delà de la capacité de 2000 NTU. La société civile, les syndicats et les leaders religieux appellent à l'annulation des licences minières. Lorsque vous partez en guerre et que vous empoisonnez l'eau de votre ennemi, c'est un crime de guerre.
Si les responsables refusent d'agir, le président doit agir. Il faut mobiliser l'armée pour évacuer tous ceux qui se trouvent dans les cours d'eau. Tous les permis d'entrée accordés pour miner dans des zones de biodiversité importantes doivent être annulés. Alors que la Ghana Water Company alerte sur une éventuelle nécessité d'importer de l'eau d'ici 2030, les enjeux atteignent des niveaux alarmants. Les syndicats se lanceront d'urgence dans une série de manifestations et une grève nationale si le gouvernement ne s'attaque pas à nos préoccupations d'ici la fin du mois. Selon des experts, la pollution de l'eau par des produits chimiques dangereux comme le plomb accroît l'urgence d'une intervention pour protéger durablement la santé des Ghanéens. Nous sommes entre la vie et la mort et nous devons choisir. Si nous choisissons l'illégal, nous choisissons la mort. Nos ressources doivent être protégées. Reste à voir si le gouvernement ghanéen sera en mesure d'éviter une crise majeure. Une des pires crises de santé maternelle et infantile au monde frappe la région du sud du Darfour au Soudan selon un rapport publié ce mardi par Médecins sans frontières. Depuis le début des violences en avril 2023, l'organisation a enregistré 114 décès maternels, souvent causés par la septicémie dans des hôpitaux saturés. Plus de la moitié des décès surviennent à l'admission, les femmes arrivant dans un état critique en raison du coût des transports prohibitifs et du manque d'infrastructures médicales. La malnutrition infantile est également alarmante avec près de 33% des enfants de moins de 2 ans souffrant de malnutrition aiguë. Bien que l'aide humanitaire ait légèrement augmenté, la demande de soins médicaux dépasse largement les capacités de MSF. Médecins sans frontières, qui est l'une des rares ONG encore présentes dans cette région du Soudan, appelle l'ONU et les organisations internationales à augmenter de toute urgence le financement des programmes de santé maternelle et de nutrition. Depuis l'apparition de la variole du singe au Burundi en juillet dernier, la propagation de cette maladie virale est particulièrement préoccupante chez les plus jeunes. Les écoles, lieux de rassemblement par excellence, sont devenues des foyers de contagion. Dès la rentrée, l'UNICEF a lancé un appel urgent pour financer des actions de prévention et de lutte contre ce virus dans les établissements scolaires de Bujumbura. Je leur ai interdit de se saluer par la main, s'embrasser. Quand ils se mettent en ligne devant le drapeau, ou je ne sais pas, en s'alignant comme ça, ils doivent chaque fois faire de la distance pour éviter de toucher s'ils sont amis. Et puis en plus, ils doivent se laver les mains. Le Mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie virale transmise par contact physique provoquant fièvre et lésions cutanées. Elle peut parfois être mortelle. Le directeur de cette école s'efforce d'informer et de rassurer au mieux les jeunes élèves encore marqués par la vue des images des personnes malades. On nous a montré des photos de personnes qui sont déjà atteintes de la maladie. Et quand vous montrez cela, même aux enfants, ils disent « Oh, c'est très dangereux ». Le Burundi est le deuxième pays le plus touché par la variole du singe. Selon l'UNICEF, 2/3 des cas enregistrés dans le pays sont des patients âgés de 19 ans ou moins. 1489 cas suspects ont été recensés au Burundi. Aucun décès n'a encore été signalé. Avant de quitter la Maison-Blanche, Joe Biden prévoit d'effectuer un dernier long voyage dans son costume de président des États-Unis. Il se rendra à Luanda, en Angola, entre le 13 et le 15 octobre prochain, à quelques semaines de la présidentielle américaine, qui verra s'affronter la vice-présidente Kamala Harris et Donald Trump. L'ancienne procureure de Californie a pris la tête des démocrates après l'abandon de Joe Biden en pleine campagne électorale pour des raisons médicales. C'est un Joe Biden épuisé par le poids de l'âge qui se rendra en Afrique, un continent devenu un terrain de bataille stratégique pour les intérêts occidentaux et asiatiques. Pourquoi une visite à cette période de son mandat? À cette question, la Maison-Blanche répond qu'il s'agit d'une promesse faite lors du sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Quant au choix de l'Angola, les États-Unis ont participé à la construction d'une ligne ferroviaire qui relie le nord-ouest de la Zambie au Lobito Atlantic Railway et au port de Lobito. La Russie soutient l'intérêt manifeste du continent africain pour une place au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Dans une interview accordée à l'agence TASS à la veille de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a trouvé légitime l'aspiration de l'Inde, du Brésil, mais aussi d'un pays africain à rejoindre la table des puissants du monde en qualité de membre permanent de l'organe décisionnaire de l'ONU. Selon le chef de la diplomatie russe, il existe des positions collectives partagées en Afrique que son pays respecte. Par ailleurs, Sergueï Lavrov a ajouté qu'un élargissement du Conseil de sécurité des Nations unies qui accorde un statut permanent à l'Allemagne et au Japon n'est pas nécessaire. Début septembre, les États-Unis avaient déjà formulé leur soutien à l'octroi de 2 nouveaux sièges permanents à l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Omar el-Béchir a été transféré de prison pour raisons médicales. L'ancien dictateur soudanais renversé par l'armée il y a 5 ans a été déplacé le 19 septembre de sa prison au nord d'Omdurman, à l'hôpital de Merowe dans l'état voisin. Âgé de 80 ans, il souffrirait de complications dues à son âge, nécessitant des traitements qui étaient indisponibles à la base militaire de Wadi Sidna, son ancien lieu de détention. Le transfert a été demandé par l'équipe juridique d'Omar el-Béchir. 2 de ses anciens collaborateurs, l'ancien ministre de la Défense et l'ancien ministre des Sports, ont également été transférés en même temps. 3 semaines plus tôt, c'était son ancien vice-président qui était amené au même hôpital à 450 km de Khartoum. Ces transferts interviennent alors que le conflit entre les 2 belligérants se poursuit au Soudan et entame son 17e mois. La guerre à Gaza fait rage et les appels à la paix se multiplient dans le monde entier. Parmi eux, une voix se démarque, celle du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Mardi, devant l'Assemblée générale des Nations unies, il a fermement condamné l'escalade de violence menée par Israël contre le peuple palestinien. Dans un discours marquant, il a fait un parallèle saisissant entre l'apartheid vécu en Afrique du Sud et la situation des Palestiniens. La violence que subit le peuple palestinien est la sinistre continuation de plus d'un demi-siècle d'apartheid perpétré par Israël à l'encontre des Palestiniens. Nous, Sud-Africains, savons à quoi ressemble l'apartheid. Nous l'avons vécu. Nous avons souffert et nous sommes morts sous l'apartheid. Alors nous ne resterons pas silencieux. Et nous ne regarderons pas l'apartheid se perpétrer contre d'autres populations. Cyril Ramaphosa appelle à une action décisive de la communauté internationale pour mettre fin aux souffrances infligées aux Palestiniens. Selon lui, la seule issue viable reste la création d'un État palestinien indépendant, coexistant avec Israël. 19:45